Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaindre. Depuis ce matin, je me demande quel doyen est obligé d'enchaîner les ouvertures de colloques ou de journées d'études auxquelles je le fais depuis le début de mon entrée en fonction il y a bientôt 2 ans. J'en suis par exemple à la 7e depuis le début de la rentrée universitaire et il paraît que ce n'est pas fini. Et donc vous imaginez mon calvaire, devoir sans cesse imaginer une nouvelle ouverture, vainement chercher comment dire des choses intelligentes sur des thèmes que je ne connais pas. Car oui, les enseignants-chercheurs de notre faculté sont des hyperactifs, et notamment nos amis juristes. Et certains sont des multirécidivistes dans cet art de harcèlement de doyens, notamment nos organisateurs du jour. Enfin bref, j'imagine qu'il n'y a ici aucune oreille compatissante. Et vous avez bien raison, car en réalité, je suis le plus heureux des doyens. Je suis très fier d'être doyen d'une faculté aussi performante, aussi dynamique et où il fait si bon travailler. Sinon d'ailleurs, comment expliquer une telle productivité? Mesdames, Messieurs, je suis donc particulièrement honoré de vous accueillir ici, dans nos murs, aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de monde à remercier pour cette nouvelle contribution au rayonnement de notre faculté et au-delà de notre université. Et les oubliés me pardonneront car il est difficile à ce stade d'être exhaustif. Donc à tout ce honneur, tout honneur, je commencerai par notre président, qui nous fait l'honneur de sa présence, malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Donc j'espère qu'il prendra l'habitude de nous rejoindre à chacune de nos manifestations. Donc, tu verras que tu viendras souvent, cher Frédéric. Je remercie également notre vice-présidente chargée des relations internationales, Anne-Françoise Zattara, qui fait partie de la maison. Je remercierai aussi les personnalités venues de l'étranger. Notre zone océan Indien n'a, à ma connaissance, jamais été aussi bien représentée, puisque nous accueillons des personnes issues d'Afrique du Sud, des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte et du Mozambique. Mais aussi nous aurons des chercheurs venus du Canada et d'Italie. Je remercierai également nos collègues arrivés de métropole, et en particulier ceux que nous avons vus partir avec regret et qui reviennent l'espace de quelques jours au Bercail. Je citerai Anne Rigaud, Denis Simon, Aude Bouvresse et Elsa Percevaux. Enfin et surtout les organisateurs, Julie Dupont-Lassalle et Didier Blanc. Je pense que ceux qui n'ont jamais organisé de manifestations de ce type ne peuvent même pas imaginer les trésors de temps et d'énergie qu'il faut mobiliser. Un petit mot aussi pour nos merveilleux services administratifs, pédagogiques et techniques, sans qui rien ne se ferait. Donc d'habitude je cite les prénoms, mais là je vais citer les noms aussi. Donc un grand merci à tous et à toutes, notamment à Coralie Véron, à Isabelle Elisabeth et Karine Lécoute. Alors fidèle à mes habitudes, je ne me hasarderai pas à disserter sur le thème de la journée, mais je voudrais souligner une dimension de cette manifestation qui, à mon sens, mérite que l'on s'y arrête. Il s'agit de l'extraordinaire hétérogénéité des participants. Alors je l'ai déjà dit, les provenances géographiques sont très diverses, mais ce n'est pas tout, car, et c'est devenu une habitude plutôt réjouissante, nous n'avons plus seulement des enseignants, des intervenants enseignants-chercheurs ou doctorants, comme cela pouvait être le cas quasi systématiquement auparavant. Nous avons aussi des décideurs, des représentants d'instances politiques importantes, ce qui permet bien évidemment de multiplier les perspectives sur les sujets que nous traitons. Autre heureuse habitude qui s'installe, la multiplicité des disciplines. Oui, il s'agit d'un colloque organisé par des juristes, et donc majoritairement peuplé de juristes, mais sont également représentés l'histoire, la géographie, et, je m'en félicite en tant que doyen d'une faculté de droit et d'économie, les économistes. Merci donc à nouveau aux organisateurs, aux intervenants issus de ces différentes disciplines, d'illustrer le fait que sur certaines thématiques, il existe une véritable complémentarité entre universitaires. Voilà, je ne ferai pas plus long, je vous souhaite 2 excellentes journées et les échanges les plus fructueux qui soient. Merci, Monsieur le Doyen. Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l'Océan Indien, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar, Monsieur le Député Européen, Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve dans la faculté de droit et d'économie qui abrite cet ambitieux colloque pour participer à l'ouverture de ces travaux qui portent donc sur la thématique de l'Union européenne dans l'océan Indien et pour partager avec vous donc ce temps fort de la recherche collective de dimension internationale et régionale. Les remerciements vont d'abord au doyen de la faculté qui accueille cette manifestation et à toute son équipe. Et bien sûr, je souhaite vivement féliciter et chaleureusement remercier Madame Julie Lassalle et le professeur Didier Blanc qui
qui assure la direction scientifique de ce colloque qui participe de notre vision, qui est celle de faire de notre établissement l'université française et européenne au cœur de l'axe Afrique-Asie, en nous appuyant sur 3 valeurs fondamentales que sont l'ouverture, l'excellence et la collaboration. Cette manifestation, elle s'inscrit résolument donc dans l'ambition et dans les valeurs que nous portons sous 3 angles. Tout d'abord parce qu'elle aborde l'action de l'Union européenne dans l'océan Indien selon 5 approches et qu'elle laisse transparaître à la fois l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, puisque nous allons parler de horizontalité, verticalité, transversalité, sectorialité de ces bâtisseurs. Donc merci à Julie et merci à Didier. Deuxièmement, en réunissant les hautes personnalités qui sont présentes de l'Union européenne et de la zone océan Indien, vos excellences, Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien et Monsieur l'ambassadeur donc de l'Union européenne à Madagascar, que je remercie pour leur présence, et Monsieur le député européen, dont je salue l'action effectivement donc en faveur des régions ultrapériphériques. Troisièmement et dernièrement, en contribuant à la formation d'un droit européen de l'outre-mer, par cette démarche universitaire globale que vous proposez, en associant plus d'une trentaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, d'universités françaises. Merci à nos collègues parisiens et rennais d'être parmi nous aujourd'hui, à Denis Simon, à Anne Rigaud, à Haute Douvresse, qui se sont inscrits dans l'histoire de cette université, à nos collègues d'universités francophones qui viennent du Canada et de Pavie, à nos collègues d'universités voisines que nous avons toujours, je dirais avec un plaisir, renouveler l'occasion d'accueillir nos collègues d'Afrique du Sud, des Comores, de Madagascar, de Maurice et du Mozambique. Pour finir, parce que l'université de façon générale est reconnue comme un acteur clé dans l'accès à la réussite, pour renforcer la confiance et les échanges entre l'Union européenne et l'océan Indien, je souhaiterais vous dire combien il est important dans cette perspective de faire la coopération universitaire interrégionale une priorité. L'Université de La Réunion, en tant que seule université française et européenne dans cette zone, a de façon naturelle, je dirais, un rôle à jouer, et elle souhaite s'engager dans ce dialogue universitaire interrégional en vue de faire émerger l'université fédérative de l'océan Indien, qui constitue un de nos axes stratégiques et qui fait écho à la mission de préfiguration de l'université de l'océan Indien qui a été lancée récemment. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui, grâce à vous, chers organisateurs de ce colloque, chers collègues, qui participez à la construction d'une diplomatie universitaire qui est si précieuse pour le développement de cette zone. Soyez assurés de notre gratitude. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux. Bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Monsieur le député européen, alors qui ne nous a pas encore rejoint, mais qu'on est allé chercher à l'aéroport, qui devrait arriver très rapidement, Madame la vice-présidente, Relations internationales et coopération régionale, Monsieur le doyen de l'École de droit-économie, Mesdames et Messieurs les chercheuses et les chercheurs de la Réunion, du territoire national et de l'international et de la zone en particulier. Chers étudiants, je rejoins donc le doyen de l'UFR droit-économie et son plaisir en particulier d'être là aujourd'hui parmi vous à l'occasion de ce colloque. Et je le rejoins d'autant plus que c'est un axe stratégique extrêmement important que nous portons dans le cadre de l'équipe présidentielle que je conduis aujourd'hui, et avec une réelle volonté d'étendre, je dirais, cet axe stratégique au sein de la zone océan Indien. Et je pense que vous manifestez très clairement donc, ce souhait, vous le concrétisez en particulier. Et je suis vraiment heureux que cette initiative ait pu émaner, et je serai en particulier très content de venir ouvrir donc, un certain nombre de colloques de ce type au sein de l'établissement. Vous allez aborder donc une thématique extrêmement importante et qui concerne en particulier l'Union européenne et son action, notamment dans la zone de l'océan Indien. Il faut savoir que cette action, elle est importante pour l'ensemble des territoires de cette zone, et je suis en particulier très heureux que l'initiative de l'organisation d'un colloque comme celui-ci soit venue de la seule université française et européenne
de cette zone océan Indien, et je remercie véritablement très fortement, je m'associe en la matière à la vice-présidente, donc les directeurs scientifiques, monsieur Didier Blanc et notre collègue Julie Lassalle, bien sûr autour d'eux donc l'ensemble des collègues administratifs techniques qui permettent à ce que cette manifestation puisse se tenir, puisque je pense qu'on est exactement dans une thématique qui est d'actualité et une thématique qui est extrêmement importante pour un débat qui doit se positionner, je dirais, à l'échelle effectivement politique, à l'échelle également technique, et qui, je le souhaite en tout cas, sera extrêmement fructueux et pourra amener, et je salue l'arrivée du député européen, M. Younous Omarjee, qui débarque fraîchement de l'avion. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Voilà, je souhaite véritablement que vos débats soient fructueux et surtout qu'ils aboutissent à des éléments concrets. Du concret qui permettent effectivement d'avancer, parce que l'importance de l'action de l'Union européenne dans notre zone, elle n'est pas à redire, et il y a encore énormément de marge de progrès à effectuer, et en particulier dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est un champ important puisque au sein de cette zone, on a des territoires, des États, des pays de façon générale, qui sont à des niveaux, je dirais, de développement et à des niveaux d'attente qui sont tout à fait différents. Et il y a un réel enjeu à mettre effectivement l'ensemble de ces territoires en réseau pour faire en sorte que nous gagnions en attractivité, que nous gagnions en visibilité et que nous puissions avoir un système, je dirais, d'échange, d'entraide, de solidarité au niveau de la zone océan Indien qui nous fasse grandir tous et donne de la visibilité internationale à ce que nous faisons. En ce sens, l'action de l'Union européenne est extrêmement importante, notamment à travers les fonds structurels européens, mais je laisserai le député européen en parler bien mieux que moi. Et je pense que la mise à disposition de ces fonds, elle doit insuffler chez nous une réelle dynamique, une réelle capacité d'initiative pour faire en sorte que nous soyons à même de nous autodéterminer dans le cadre des valeurs qui ont été indiquées par la vice-présidente et en particulier dans le cadre du partenariat et de l'ouverture. On en parlait juste avant dans une réunion qui effectivement traitait de la préfiguration d'une université de l'océan Indien. Ce projet n'aura de sens que si nous arrivons effectivement à nous mettre d'accord sur un point de convergence qui ne soit pas un point uniforme pour l'ensemble des territoires, mais qui soit le point sur lequel tout le monde se met d'accord et que sur lequel tout le monde s'y retrouve. Je pense que c'est vraiment essentiel, et même si longtemps, je dirais, l'action en particulier de l'Union européenne, elle a été connotée d'une action de rattrapage dans des territoires dans cette zone. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans cette logique-là. Nous sommes en capacité, à travers nos talents, à travers nos infrastructures, à travers nos capacités, quelque part, de réflexion et de concrétisation de la réflexion, nous sommes en capacité de rentrer dans une logique de développement réellement différenciante, avec une visibilité que nous devons absolument avoir au sein de la zone, mais largement au-delà, en particulier à l'international. L'axe stratégique que nous portons au sein de l'équipe vous a été indiqué juste avant. Donc nous portons le projet d'une émergence d'une université fédérative de l'océan Indien. Ce que l'on entend par ça, c'est un modèle d'organisation dans lequel effectivement l'action doit primer à travers donc, un mode de fonctionnement qui soit cohérent avec les enjeux, les missions, les stratégies de l'ensemble des territoires, mais qui surtout amène à un co-développement et à une montée en qualification, je dirais, de l'ensemble des acteurs qui sont positionnés. En ce sens, et revenant de même que Monsieur le député européen du 4e forum des RUP, je pense qu'il y a une question qui est essentielle à l'heure où effectivement on discute des prochaines programmations où un certain nombre de mesures ont été positionnées. Je pense que vos débats doivent aussi amener à ce que ces questions de formation, d'enseignement supérieur de façon générale et de recherche soient aussi au cœur de la programmation européenne pour les futures années, puisque c'est à travers, je dirais, ce type d'action que nous sommes en capacité de prendre de la distance, de nous projeter. Et je pense que les décideurs qui nous accompagnent aujourd'hui, qu'ils soient politiques, qu'ils soient plus opérationnels, ont besoin d'avoir du champ et de la visibilité, ce qui peut être fait dans le cadre de ces éléments de prospective. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, c'est un immense plaisir encore une fois d'être là parmi vous. Je vous souhaite des travaux extrêmement fructueux et je souhaite qu'effectivement ils donnent lieu à des éléments très très concrets. Je vous souhaite la pleine réussite et je passe immédiatement la parole. Merci. Monsieur le
européenne pour la République de Madagascar, monsieur le doyen de la faculté de droit et d'économie, monsieur le directeur de l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs. Je suis très heureux et très honoré d'avoir l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant un public universitaire qui contribue largement à l'éducation supérieure de la jeunesse de l'Indienne Océanie, mais aussi à la réflexion historique, juridique et politique autour de notre région. Même si ma tendance naturelle en tant que juriste spécialiste de droit international tend à privilégier l'exégèse des textes et des jurisprudences, je crois que l'on ne saurait répondre uniquement par le droit à cette problématique passionnante de notre colloque, parfaitement résumée dans cette figure de style qui n'en est pas qu'une: l'Union européenne, un modèle de puissance, une puissance modèle dans l'océan. Ma voix sera bien sûr celle du secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, une organisation qui se plaît à entretenir des relations anciennes avec l'Union européenne. Mais parce que l'université est depuis le Moyen-Âge le refuge de toutes les libertés intellectuelles, ma prise de parole sera aussi, si vous le permettez, la résultante de mon expérience personnelle à la tête de l'État et de plusieurs gouvernements de mon pays, les Comores. Mesdames et messieurs, notre région a été dans un passé récent le théâtre d'un jeu de puissance dont il était aisé de comprendre les motivations et d'anticiper les réactions. Lorsque je me réfère à la guerre froide, puisque c'est à elle que je fais référence, je revois une époque écrite sur un mode binaire où chaque pays de notre région, en fonction de son histoire, de ses attachements politiques et de ses intérêts particuliers, pouvait aller ou faire semblant d'aller vers l'un ou l'autre des deux grands. Le modèle des puissances était clair et établi. Il donnait lieu à un affrontement idéologique et à la compétition diplomatique et militaire, navale en particulier, entre les deux blocs. Le rapport aux anciennes puissances coloniales s'inscrivait lui-même dans cette dimension de bloc à bloc au sein de laquelle la Grande-Bretagne et la France jouaient un rôle personnel dans le cadre des règles plus larges établies sur l'ensemble du camp occidental. Notre région a subi ce modèle binaire. Certains pays se sont inscrits dans l'orbite de l'un des deux grands, sans néanmoins jamais franchir la ligne rouge de la totale inféodation. Dans le sillage du mouvement des non-alignés, plusieurs États de la région ont cherché aussi à conserver leur autonomie de décision vis-à-vis d'un affrontement dont ils considéraient à juste titre qu'il n'était pas le leur. C'est d'ailleurs l'une des clés pour comprendre la création de la Commission de l'océan Indien en 1983, même si sur le moment cette initiative diplomatique de trois pays progressistes, comme on disait alors, a pu inquiéter Londres et Washington. Mais ce qu'on le croyait éternel s'est effondré en 1989. J'ai eu l'occasion d'en être le témoin privilégié en tant qu'étudiant à Kiev en Ukraine, et je vis alors de mes yeux vus se disloquer l'Union soviétique et s'ériger des frontières là où il n'y en avait juste qu'un peuple et un régime. La guerre froide était morte, et je dirais même qu'elle était morte froidement. Ensuite, durant 20 ans, nous avons vécu dans un état d'apaisanteur historique, avec une hyperpuissance américaine accrue par le rapprochement de la France des organes intégrés de l'Alliance Atlantique. C'est aussi à partir de ce moment-là que nos pays ont commencé à discerner l'émergence des nouvelles puissances mondiales qui sont devenues au fil du temps des acteurs essentiels de l'échiquier politico-diplomatique régional. Je pense à l'Inde et à la Chine. Qu'en est-il alors de l'Europe? C'est ici, si vous le permettez, que je chausse à nouveau mes lunettes des juristes. L'Union européenne n'est pas une puissance unitaire. Pas plus qu'elle n'est ce que l'on pourrait appeler un empire transnational décentralisé, comme le firent l'Empire ottoman ou l'Empire austro-hongrois. Elle est un sujet de droit international passionnant, né d'un traité, mais elle demeure une construction sui generis, une entité autonome dotée de droits souverains et d'un ordre juridique indépendant des États membres qui s'impose à eux dans de nombreux domaines. Loin d'être une structure finie, y compris au plan de ses frontières, l'Union européenne s'apparente ainsi davantage à un système en devenir dont doivent tenir compte ses partenaires. Autre particularité de l'Union européenne, c'est qu'elle privilégie l'usage du soft power. Certains observateurs
questionne d'ailleurs cette réticence à assumer le recours à la force malgré l'existence d'une politique de sécurité et de défense commune. Quoi qu'il en soit, c'est cette conjonction d'hétérodoxie juridique et politique, de soft power et de relais territoriaux outre-mer qui en fait, à mes yeux, une puissance d'un troisième type dans l'océan Indien. J'utilise à dessein ce qualificatif de troisième type car l'Union européenne a mis chemin entre la construction fédérale et la coopération intergouvernementale est une puissance pacifique qui utilise ses moyens économiques et d'influence dans la mise en œuvre d'une politique étrangère à double face. La promotion de la stabilité internationale et l'aide au développement. C'est là, à mes yeux, un point qui la différencie du modèle classique des diplomaties nationales, et c'est en ce sens, par exemple, qu'on comprendra l'exceptionnel apport des apports de Cotonou au développement. Depuis une dizaine d'années, l'appui au développement durable et à l'utilisation rationnelle des biens publics mondiaux, le souci des équilibres écologiques, la promotion d'instruments techniques ou juridiques permettant de mieux lutter contre les effets du changement climatique sont inscrits au cœur de cette diplomatie européenne d'influence qui a bien vu que dans notre monde interdépendant, le nombre de missiles de croisière ou de bombes nucléaires n'est pas la seule mesure de la puissance et du rayonnement. Pour autant, ce modèle de puissance sui generis est-il une puissance modèle pour notre région? Il est difficile de répondre de façon tranchée à cette question, même si, à de multiples égards, la diplomatie de l'Union européenne me paraît constituer ce que l'on pourrait appeler un progrès dans la civilisation des relations internationales. L'Union européenne est une puissance qui n'assume plus le fardeau de la dette coloniale, mais qui demeure à certains égards pétrie d'une mauvaise conscience due à l'asymétrie des échanges nord-sud. Elle se voit comme une puissance dialogante et coopérative, c'est-à-dire comme une puissance modèle. Mais aucune puissance, fût-elle de troisième type, ne peut exister sans l'affirmation ou la défense de ses intérêts propres. L'Union européenne n'échappe pas à cette loi commune des relations internationales et c'est ce qui la ramène d'une certaine façon et peut-être malgré elle vers les canons d'une diplomatie classique. Elle assure en effet la diffusion de son corpus idéologique, intimement lié à sa diplomatie d'influence avec la promotion des valeurs occidentales qui peuvent heurter parfois certains fondements culturels ou religieux de nos pays. Elle promeut la vision d'une mondialisation heureuse cimentée par un discours d'intégration régionale. Elle défend également avec vigueur ses intérêts économiques et on le voit aujourd'hui dans le secteur des pêches, notamment dans l'industrie tonnière. Elle veille enfin à ses intérêts géopolitiques avec l'affirmation d'une politique de sécurité maritime au long des grandes routes commerciales de l'océan Indien. Je souhaiterais également partager avec vous une réflexion sur ce qui m'apparaît comme un décalage entre l'affirmation d'une diplomatie pacifique et ouverte au dialogue, qui est en quelque sorte l'ADN du discours bruxellois, et la difficulté croissante à mener sur le terrain des politiques de développement compréhensibles par le plus grand nombre, au premier chef desquels des États et les populations. Malgré l'importance considérable des budgets européens de coopération, notamment ceux des 10e et 11e FED, je note aujourd'hui avec préoccupation la montée des interrogations lorsqu'il s'agit de travailler avec l'Union européenne. Je le dis sans embâche, la technocratisation des procédures européennes menace la confiance. Elle ébranle aussi l'image de puissance modèle que les 27 s'efforcent légitimement de projeter à l'extérieur en tant que principaux contributeurs mondiaux à l'aide publique au développement. La plupart de nos États et de nos organisations régionales n'ont pas les moyens humains et administratifs qui leur permettraient de dialoguer sur un pied d'égalité avec les opérateurs de la coopération européenne. De ce fait, au-delà des discours convenus, la relation partenariale prend trop souvent les traits d'une relation de donateurs à obligés. Il est urgent, à mon sens, que l'Union européenne s'attelle à la rationalisation, à la simplification de ces modes d'action qui sont, in fine, une condition de l'authenticité et de la qualité du dialogue politique. Je suis convaincu que la fin prochaine du modèle de développement global Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ainsi que le Brexit, qui impactera naturellement le niveau des ressources allouées par Bruxelles à l'aide publique au développement, constitue un moment opportun pour opérer cette nécessaire révision. Il nous revient à nous aussi d'accompagner ce mouvement de fond. C'est ce que se propose de faire la Commission de l'océan Indien en mettant la réflexion autour de sa transformation en communauté régionale
des États. Cette évolution institutionnelle et politique constituerait un pas en avant pour asseoir notre dialogue avec l'Union européenne. Elle serait aussi une contribution modeste mais réelle à la consolidation d'un monde multipolaire dans lequel les tentations hégémoniques des puissances sont contrebalancées par la ramification complexe des interdépendances et de la multiplicité des options ouvertes aux acteurs des relations internationales. Elle permettrait enfin de mieux prendre en compte les risques émergents dans notre région, au premier chef desquels le terrorisme, qui est l'une des principales hypothèques qui pèsent sur notre développement et notre stabilité, qui constitue malheureusement une préoccupation commune à l'Indie, à l'Océanie et à l'Europe. Mesdames et messieurs, vous connaissez sans doute cet épigramme d'Henry Wotton, diplomate anglais, pour qui un ambassadeur est un honnête homme qui a pour mission de mentir pour le bien de son pays. Comme je ne suis pas ambassadeur et que je ne représente pas un pays, je ne vous ai pas menti et j'ai décidé de parler avec mon cœur et mon expérience. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque qui soit utile à ce qui nous réunit ici, l'intérêt de l'Indie-Océanie et celui de l'océan Indien tout entier. Je vous remercie. Merci. Bien, je me présente aussi à Antonio Sánchez Benedito, diplomate espagnol, et ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, chef de la délégation là-bas. Après la brillante intervention du secrétaire général qui a fait une passionnée défense du projet européen, mais qui a souligné aussi pas mal de nos entraves, de nos obstacles, de nos défis. Je pense que ça va être très difficile de rajouter quelque chose de nouveau, d'intéressant pour vous. En tout cas, je voudrais aussi commencer par féliciter et par remercier l'Université de la Réunion de m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions. Je serai à votre disposition, comme m'a été déjà indiqué dans l'une des participants. Je pense qu'il est important qu'il y ait un vrai colloque. Et la présence aussi du Parlement européen me semble énormément important. Merci, messieurs les députés. Moi, effectivement, en tant que diplomate, je ne vais pas vous cacher la réalité. Parfois, il faut mentir ou il faut dire les choses sous un autre prisme, parce que vraiment, c'est vrai qu'on défend des intérêts, mais aujourd'hui, ce n'est pas, je crois, le moment d'utiliser la langue de bois, comme vous dites en français. Moi, je suis espagnol, je m'excuse aussi de mon fragnol, mais par contre, vous parlez du cœur, du fond de mon cœur, et partager avec vous ces quelques réflexions, un moment où on va parler d'éviter la réalité d'une Europe confrontée à des défis comme jamais depuis les débuts. Maintenant, ça fait 60 ans de la signature des traités de Rome qui ont donné lieu à ces projets jamais terminés, jamais achevés, un projet toujours en construction d'une intégration européenne qui a accompli déjà la réussite, le succès inimaginable à l'époque d'un progrès continu, d'une étape, d'une période de paix et de prospérité comme jamais dans toute l'histoire de notre continent, confronté à tellement de guerres et de difficultés. C'est un moment, effectivement, un tournant où il y a possiblement à prendre. Déjà, le président de la Commission, M. Juncker l'a dit, les options sont là, sur la table. Nous, on va continuer à batailler pour approfondir la construction européenne. Mais c'est vrai que les obstacles et les défis sont énormes. Il y a un voisinage énormément instable, un voisinage le plus proche de l'Union européenne. Il y a les phénomènes de la migration qui aussi créent des tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a l'insécurité et le terrorisme, comme Monsieur le secrétaire général l'a dit. Le paradoxe où l'Union européenne est demandée un peu partout dans le monde pour vraiment agir en tant que puissance, en tant qu'acteur global en matière de paix et de sécurité, en matière d'aide au développement, dans la constitution par exemple des objectifs de développement durable. À ce moment, il y a aussi la montée d'options politiques à l'intérieur de l'Union européenne qui remettent en cause
tous ces rôles et même l'existence même de l'Union européenne. À un moment, pour la première fois, un État membre de l'Union européenne, après un référendum, a décidé d'activer les fameux articles 50 du traité de Lisbonne. Et pour sortir de l'Union européenne, la liste des pays candidats continue d'augmenter. L'Union européenne continue à être le phare ou l'objectif à la fin d'un processus d'intégration européenne pour pas mal de pays. L'Union européenne a des ressources, bien évidemment, a des mécanismes. Le traité de Lisbonne, par exemple, qui a créé un service diplomatique européen dont j'ai l'honneur de faire partie. Je suis diplomate espagnol, ça m'a permis d'entrer à l'Union européenne pour faire une réalité aussi ce que le poète portugais Fernando Pessoa disait déjà, une Europe capable de parler d'une seule voix, mais avec toutes ces langues, mais avec tous ces accents différents. On a les FED et les FEDER qui sont des instruments aussi déjà très consolidés. On a des ressources, comme je disais. Et dans ce cadre d'un acteur global de l'Union européenne, je ne sais pas si modèle de puissance ou puissance modèle, déjà le titre du colloque est très provocateur, mais en tout cas, en tant qu'acteur global, l'Union européenne ne peut pas se désintéresser du reste du monde. Et à l'océan Indien, il y a aussi, d'un côté, tout d'abord, il y a des relations de voisinage. Il y a la Réunion, bien évidemment, qui fait partie du territoire de l'Union européenne, mais c'est aussi une région d'une importance stratégique. La moitié, par exemple, des échanges commerciaux passent par les routes maritimes de l'océan Indien. 2 tiers du commerce de pétrole aussi passe par ici, par la région. Une région qui est à la charnière entre l'Est et l'Ouest, entre les grandes économies qui ont toujours en plein essor, asiatiques, le Moyen-Orient, les marchés européens. Une région aussi confrontée à des difficultés. D'un côté, l'insécurité, le phénomène de la piraterie, même si maintenant on en parle aussi souvent, mais c'était grâce à l'Union européenne. Il ne faut jamais l'oublier, l'Union européenne qui a pris le leadership de mettre en place un dispositif très réussi, l'opération EUNAVFOR. La première fois, l'Union européenne est allée au-delà de nos frontières pour mettre sur place un mécanisme d'opération dans le cadre de la politique de sécurité et défense commune, de lutte contre la piraterie, l'opération Atalanta. Des défis aussi environnementaux très importants. Des pays comme Madagascar a été classé parmi les 5 pays du monde qui vont être les plus affectés par les conséquences du changement climatique. Des défis du point de vue de la consolidation des systèmes démocratiques, de gouvernance, avec d'énormes disparités parmi les pays qui font partie de cette région de l'océan Indien de l'Ouest, Madagascar, qui a subi des crises politiques à répétition, aussi les Comores, même s'il y a eu déjà une transition ou des élections normalisées ou exemplaires, mais des pays toujours fragiles du point de vue politique ou de la consolidation de leur état de droit. Je disais disparités énormes, mais des synergies aussi, des possibilités. Avec déjà un pays comme le Madagascar qui fait 90% ou même plus du territoire de la région en termes de population en même temps, mais qui ne peut pas vraiment jouer son rôle d'engrenier, comme c'est le grand objectif de l'océan Indien, de la région. Mais des problèmes de connectivité, on est fier du point de vue de l'Union européenne d'être le marché principal des différents pays qui composent l'océan Indien, mais d'un autre côté, nous croyons que ça serait dans l'intérêt au bénéfice de l'ensemble des populations d'augmenter les échanges commerciaux qui, jusqu'à maintenant, ne représentent que 5% en moyenne parmi les différents pays. J'ai vu les chiffres, par exemple, de la Réunion, avec les pays de son voisinage, de son entourage, n'arrivent pas à 5%. Et ça, c'est un grand défi sur lequel il faut travailler. Les connexions aériennes, il y a des initiatives très louables du point de vue de la Commission de l'océan Indien, mais il y a toujours un grand chemin, je crois, un long chemin à parcourir. Je crois qu'il y a une convergence d'intérêts, il y a une relation profonde entre l'Union européenne et l'océan Indien, comme le secrétaire général l'a signalé, des relations qui ne peuvent pas rester sur le plan technocratique, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, sur le plan purement de la coopération ou des transferts ou la mise en place des projets de coopération, des relations qui doivent être politiques, basées sur
sur un vrai dialogue, sur des objectifs partagés, communs du point de vue aussi politique, avec un seul agenda, travailler pour les objectifs de développement durable, par exemple, sur les thématiques des sites, des pays, États insulaires en développement dans les différents pays de la région font partie des relations aussi qui doivent être économiques. On a un grand instrument qui est l'APE, l'accord de partenariat économique. Les pays de la région, sauf les Comores, mais avec les Comores, il y a aussi des négociations qui ont été entamées. Mais les Seychelles, Maurice, Madagascar, malgré un niveau de développement très bas, ont été les premiers pays à signer un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, un accord qui est basé sur la réciprocité, mais aussi sur la symétrie. Ça veut dire qu'il y a une certaine ouverture, une libéralisation des marchés des pays de la région pour se mettre en ligne aussi avec les exigences de l'Organisation mondiale des commerces, mais d'une manière symétrique, avec des périodes de transition et avec des produits sensibles qui sont mis à l'écart. Des relations en matière, je l'ai déjà signalé, sécurité par exemple, ou économie bleue, il y a un énorme potentiel de travailler ensemble dans la gouvernance des océans. L'Union européenne vient de lancer par exemple une initiative, une conférence qui aura lieu à Malte, où j'espère que les pays de la région auront l'opportunité de faire entendre leur voix. On est maintenant à ce moment du point de vue de la coopération, proprement dit. On a les relations bilatérales avec les différents pays de la région, la Réunion avec des instruments différents. Du point de vue bilatéral, on utilise les FED avec des programmes indicatifs nationaux, que ce soit avec Madagascar ou Comores, des pays moins développés qui ont des montants beaucoup plus élevés en raison de leurs besoins. Que des pays de rente moyenne élevée, comme dans le cas de Maurice et des Seychelles. On utilise les programmes, les différents instruments à travers le FED. Dans le cas de la Réunion, en tant que territoire ultra-périphérique de l'Union européenne, c'est le FEDER et les programmes l'Interreg, qui serait l'équivalent des pays pour la même période 2014-2020 qui coïncide avec les perspectives financières de l'Union européenne. En plus des relations bilatérales avec les différents pays, il y a la relation stratégique profonde avec la Commission de l'Océan Indien depuis le moment déjà de sa fondation. On a ce moment de transition entre un fait et toujours l'autre fait, même si, parce que ça a été signé depuis déjà quelques années, mais il y a des programmes qui se terminent maintenant et d'autres qui sont en train d'identification et de formulation et qui devraient prendre le relais. Il y a une certaine continuité, même s'il y a quelques aspects sur lesquels on voudrait mettre un peu plus l'accent pour aussi évoluer avec les différentes nécessités et les grands défis de la région. Sous les 10e FED, on a donné priorité à la sécurité maritime, protection de l'environnement, changement climatique, biodiversité. Et dans tous ces domaines, je crois qu'il y a des résultats importants qu'on peut montrer. L'Union européenne est fière d'être le principal partenaire de la COI, partenariat basé sur le respect, bien sûr l'appropriation de leur processus de développement, mais on est fiers d'être votre principal partenaire. On a obtenu des résultats tangibles, par exemple, en ce qui concerne la problématique des sites, des pays, petits États insulaires en développement, avec par exemple une déclaration lors de la commune, lors de la COP21 à Paris. En matière de pêche, de protection de l'environnement, en matière de surveillance, comme Smartfish aussi a donné des résultats très concrets. En matière de sécurité, des programmes basés avec des autres pays de la région, la déclaration de Djibouti par exemple, qui a mis en place un dispositif avec un centre de fusion d'information en sécurité maritime à Antananarivo, à Madagascar, qui est déjà en fonctionnement, et un autre centre plus opérationnel aux Seychelles. Dans le cadre de l'ancien FED, l'Union européenne a réaffirmé ce partenariat avec la région, qui fait partie de tout un ensemble de l'Afrique orientale, australe et de l'océan Indien, et la COI avec les autres organisations régionales d'intégration, que ce soit COMESA, SADC, East African Community, IGAD,
ont signé avec l'Union européenne l'année passée un paquet d'appui de 1,3 milliard d'euros dans le cadre de l'ancien FED, avec 3 grandes priorités: paix, sécurité, intégration économique régionale et gestion de ressources naturelles. Pour la COI, il y a une enveloppe spécifique de 50 millions d'euros. On est en train maintenant de travailler ensemble sur l'identification, la formulation des différentes interventions, mais la région aussi bénéficie d'autres interventions dans le cadre de notre monde du PIR, qui serait l'équivalent régional des PIM bilatéraux. PIR, ça veut dire Programme indicatif régional, et par exemple en matière d'infrastructure, justement pour travailler sur cette idée de connectivité et d'intégration régionale, ou en matière de commerce. J'avais mentionné l'accord de partenariat économique. L'accord de partenariat économique vient accompagner d'un paquet de mesures pour maximiser les bénéfices et essayer de travailler sur les entraves ou les obstacles au commerce, avec 10 millions d'euros pour chaque pays signataire d'un APE. Pour la Réunion, comme je disais, il y a l'Interreg 5, et avec une enveloppe totale de 63 millions d'euros, avec cette idée de travailler avec le voisinage, les pays de la région, chercher toujours des synergies avec le FED ou entre le FED et le FED dans sa double composante PIM et programme indicatif ou programme indicatif national et les programmes indicatifs régionaux. Finalement, bon, je termine en vous réitérant mes remerciements, mes félicitations déjà pour avoir organisé ce colloque d'aujourd'hui. Je reste à votre disposition. Je n'ai pas de réponse au titre de la question que vous posez. L'Union européenne est un modèle de puissance ou une puissance modèle. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Union européenne est toujours engagée aux côtés de la Commission de l'océan Indien, de l'ensemble de la région, et que ce qu'on peut considérer comme modèle, comme exemplaire, c'est notre partenariat commun, les partenariats qui existent entre la COI, l'océan Indien et l'Union européenne, avec des grands objectifs et des enjeux, une vision d'ensemble et la volonté de travailler la main dans la main. Merci beaucoup de votre attention. C'est d'abord un vrai plaisir pour moi de me retrouver à l'Université de la Réunion, et cela me rappelle de bien beaux souvenirs très anciens. Au Parlement européen, lorsque nous avons un temps de parole, ordinairement, il n'excède pas les 2 minutes, voire 1 minute et demie. Et lorsque nous avons 2 minutes, on considère qu'on a été très généreux avec nous. Mais en 2 minutes, il nous est possible de faire passer un certain nombre de messages essentiels. Je ne vais donc pas vous asséner un long discours qui m'a été préparé, mais partager avec vous quelques réflexions. Lorsque j'ai reçu cette invitation, j'ai également marqué une certaine surprise par le titre. Et je me suis posé une question, je me suis demandé si les universitaires de la Réunion étaient d'une extraordinaire naïveté ou s'ils étaient très provocateurs. Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai reçu cette invitation au moment du Brexit et au moment où, au Parlement européen, nous nous interrogeons sur l'efficacité des politiques européennes. Et ce que l'on entend dire dans les débats, dans les discussions, c'est que l'Union européenne est devenue aujourd'hui impuissante à régler un certain nombre de défis. Le défi de la migration, le défi évidemment des réponses sociales qui se posent à l'échelle de l'ensemble de l'Union, de l'espace européen, le défi de la croissance, etc., etc. Et donc c'est plutôt le modèle d'impuissance de l'Union européenne par rapport à un certain nombre de défis qui ouvre le risque de sa dislocation qui fait question aujourd'hui en Europe et occupe tous les esprits. Et puis, puissance modèle.
je pense qu'il n'y a pas de modèle, ni en Europe, ni ailleurs. Je ne crois pas dans les copier-coller culturels qui sont au fond des bizarreries de l'histoire. Et dans l'océan Indien, nous devons inventer notre modèle. Et il en va de même pour les pays d'Afrique, de Caraïbes, du Pacifique, qui doivent chercher leur modèle. Et l'Union européenne ne peut être qu'un partenaire de ces différents acteurs. Je veux quand même dire qu'il est bien difficile, tout de même, d'apparaître comme une puissance modèle lorsque cette puissance s'est construite sur la puissance d'États membres qui ont tiré leur puissance d'une histoire marquée par l'esclavage et d'une histoire marquée par la colonisation. Et cette histoire pèse toujours de manière considérable dans les relations avec les pays ACP, mais aussi dans les relations entre les pays ACP, les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Nous sommes dans l'océan Indien, c'est des régions ultra-périphériques, mais n'oublions pas, en Océanie ou dans la Caraïbe, des pays et territoires d'outre-mer. Et l'une des raisons qui sans doute explique la difficulté, parmi d'autres, que nos régions ultrapériphériques ou pays et territoires d'outre-mer ont des difficultés d'intégration dans les différents espaces régionaux, qui se pensent aujourd'hui comme des espaces avec une communauté de destin, une communauté de défis, c'est que nous pouvons apparaître comme les chevals de Troie d'intérêts extérieurs et les chevals de Troie des intérêts européens. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes le député d'une circonscription des Outre-mer, vous êtes dans une schizophrénie permanente, puisque vous avez le devoir de défendre l'intérêt général européen, ce que je fais, je suis député européen, mais j'ai là le devoir de défendre l'intérêt général de ma circonscription, celle des régions ultrapériphériques, et puis je suis très attaché à l'intérêt de nos partenaires, c'est-à-dire des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et qu'est-ce que l'on remarque? C'est que les intérêts ne sont pas toujours convergents. Ils sont même parfois divergents, quelles que soient les incantations. Et c'est la recherche de ces convergences qui permettra de fonder une véritable coopération régionale entre nos îles, mais il ne faut pas nier la difficulté, et c'est sans doute pourquoi cette coopération, de mon point de vue, reste encore à ce jour très embryonnaire. Pour revenir à l'Union européenne, l'Union européenne poursuit d'abord et avant tout ses propres intérêts, que ce soit dans la Caraïbe, dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Et vous l'avez dit, le cas le plus emblématique, c'est la politique de la pêche, où elle ne poursuit que ses intérêts, quitte à aller contre les intérêts de ses propres régions européennes qui sont dans ces bassins maritimes et qui lui donnent pourtant sa dimension maritime. Ce sont des combats permanents que nous menons, que je mène en Europe, pour tenter d'amener le Conseil européen à adhérer aux intérêts de nos régions ultrapériphériques. Mais le plus souvent, nous perdons, puisque l'Allemagne et l'Espagne coalisées arrivent au Conseil européen
à effacer l'ensemble des propositions que nous faisons. Et c'est vrai aussi, et il y a là un problème aussi de divergence d'intérêts, dans les accords de pêche que l'Union européenne conclut avec les pays tiers et avec les pays tiers de la zone, qui sont, à mon avis, non pas au désavantage de l'Union européenne, mais qui sont totalement perdants, aussi bien pour nos partenaires de l'océan Indien que pour les régions ultra-périphériques. Je pourrais prendre beaucoup de modèles pour illustrer ce point premier sur la poursuite par l'Union européenne d'abord et avant tout de ses propres intérêts. Cela étant dit, nous devons, nous, qui sommes dans l'océan Indien, tenter peut-être de renverser la question et voir dans quelle mesure il nous est possible, nous, d'offrir un modèle pour nous-mêmes d'abord, et puis aussi peut-être pour d'autres. Mais avant d'en parler, je veux faire une remarque, parce qu'on a posé la question de la puissance. Mais la réalité, c'est que l'Europe, si elle poursuit des intérêts, est en incapacité aujourd'hui de se penser comme une Europe monde. C'est ce que je disais il y a quelques jours à la conférence à Clermont-Ferrand, où j'ai eu la chance d'entendre le professeur Zeller qui a fait une brillante intervention. Mais l'Europe a des difficultés pour se penser en Europe monde. Et l'Europe n'a pas non plus de politique internationale. En revanche, ce qu'elle a, c'est une véritable politique commerciale et un sens très clair donné à sa politique de développement et aux accords qu'elle peut nouer avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Je ne suis pas certain que le démantèlement des barrières douanières constitue un avantage pour nombre de pays africains pour lesquels, aujourd'hui, les taxes douanières représentent encore une part très importante des ressources. Pour le Mozambique, par exemple, ça représente de mémoire à peu près la moitié des ressources du Mozambique. Puis vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Je suis actuellement en charge de la décharge, c'est-à-dire de l'exécution du fait. Il y a tout le problème de la confiance avec les partenaires. Et lorsqu'il n'y a pas de confiance, il y a du contrôle et un excès de contrôle. Et je ne veux pas être désagréable avec la Commission européenne, mais nous avons l'habitude au Parlement européen de désagréable avec la Commission. Je pense que les déficits parfois à la fois de légitimité démocratique comme le manque de confiance font que la Commission contrôle, surcontrôle, et ce qui crée ensuite un certain nombre de problèmes d'ordre politique. Et je crois que c'est vraiment un gros problème dans le Fonds européen de développement. Donc, pour reprendre le fil de ma pensée, nous devons nous-mêmes trouver notre modèle et amener l'Union européenne à nous soutenir dans ce qui peut assurer une cohésion, j'aime beaucoup ce mot, une cohésion entre nos îles. Et cela a été dit, nous avons des points d'unité qui sont évidents, qui sont fondés sur la géographie, sur l'histoire, la culture, la géographie, l'insularité en particulier et la tropicalité. Cela fait un beau programme de défis, car nous voyons bien que tous les défis planétaires se jouent aujourd'hui
dans l'ensemble des petites îles du monde. La question du changement climatique, la question du maintien de la biodiversité, la question de l'entrée de l'humanité dans les grands fonds océaniques et ce nouvel horizon de développement que constituent les mers et les océans, la question du maintien des barrières coralliennes. Tout ça peut fonder une véritable unité de défis pour nous, mais aussi pour l'Europe et pour le monde, car ce sont dans les îles que se concentrent tous ces défis planétaires. Et nous pouvons, nous, beaucoup plus, la question énergétique évidemment, et nous pouvons, nous, beaucoup plus vite que dans de grands pays, avancer très rapidement sur ces défis avant même les continents. Et c'est pourquoi je poursuis cet objectif de placer la politique, une grande ambition maritime, une grande ambition océanique au cœur même du projet européen, comme l'espace avait été porté à l'époque. Et d'évidence, si l'Europe fait de l'ambition maritime, de l'exploration des grands fonds océaniques une priorité, elle regardera différemment ses outre-mer et les îles ACP qui se retrouveront au cœur finalement de sa propre ambition et de son propre projet. Je vous avais dit 2 minutes et demie, j'ai largement dépassé. Une dernière remarque. Nous assistons aujourd'hui sur la scène mondiale à la naissance, sur la scène internationale, à la naissance des îles, qui jouent un rôle tout à fait inédit sur la scène mondiale. Sans doute à la faveur des négociations sur le changement climatique, mais pas seulement. Et nous autres régions ultrapériphériques, nous autres pays et territoires d'outre-mer, nous autres îles de l'océan Indien, nous devons pouvoir participer à cela. Les îles de l'océan Indien le font à travers un certain nombre d'organisations qui peuvent exister, qui concernent les petits États insulaires en développement. En revanche, pour des raisons liées à leur appartenance à l'ensemble européen, les régions ultrapériphériques ou les pays et territoires d'outre-mer sont laissés totalement à l'écart. Je peux le comprendre lorsqu'il s'agit de la OSIS, mais j'ai beaucoup plus de difficultés à comprendre lorsqu'il s'agit de propres instruments qui ont été inventés par l'Union européenne, comme l'Alliance qui a été mise en place pour faire face au changement climatique et qui concerne aussi bien les pays les moins avancés que l'ensemble des petites îles. Donc l'Union européenne développe un certain nombre de projets d'aide dans ces domaines avec l'ensemble de ces îles, y compris les îles de l'océan Indien, mais en laissant à l'écart les pays et territoires d'outre-mer. Donc nous avons encore des marges de progression de tous les côtés. Donc les îles jouent un rôle nouveau sur la scène mondiale aujourd'hui, de la grande Australie jusqu'aux plus petits atolls, c'est 300 000 îles. Le monde est un monde d'îles et d'une certaine manière le monde est une île, et je suis certain que puisque le monde est une île, c'est dans les îles que se trouvent les solutions pour l'avenir du monde. Pour terminer sur une note un peu plus optimiste. Merci.